Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers de 10h à 11h tous les samedis matins. Cher Philippe, bonjour. Bonjour Elliott. Bonjour Geoffroy. Geoffroy Lejeune, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous les deux. Bon, Philippe de Villiers, j'ai appris cette semaine que le Puy du Fou allait accueillir la flamme olympique. Racontez-nous. Ah bah non, j'ai rien à raconter. c'est la surprise. Ah, est-ce que c'est une information qui était confidentielle ? Non, mais... Est-ce que ça va être aussi féerique que lorsque vous avez accueilli le Tour de France, par exemple ? C'est différent. Le Tour de France, c'est la France, c'est différent. Mais voilà. La seule chose que je peux dire, c'est que on n'a pas demandé à Judge de venir. À qui ? Ni à Yakamura. À Judge ? Nakamura, il n'y aura pas de Judge. Donc ça sera très Puy Follet français, l'excellence française. Voilà. Vous n'avez pas vu, mais regardez Elliott les images du moment où Philippe a accueilli. J'ai compris Judge, etc. Mais quand le Puy du Fou a accueilli l'anneau de Jeanne d'Arc, c'était en 2015, je crois, ou 2016. Ouais. C'était exceptionnel. Ah oui, c'est exceptionnel. Oui, mais on va reprendre le b.a.-ba de la musique moderne. C'est Joule. Joule, exactement. Le J, c'est le S. Il est trop fort. Philippe de Villiers, commençons par une artiste. Elle s'appelle Eden Golan, à 20 ans. Elle représente Israël à l'Eurovision et sa chanson est un hommage aux victimes du 7 octobre. Cette jeunesse présente au Festival pour la paix, tuée, massacrée par les terroristes du Hamas. Sa participation à l'Eurovision en Suède se fait non sans difficulté, sous protection rapprochée, interdite de quitter sa chambre d'hôtel si ce n'est pour chanter ou répondre aux journalistes. Ils veulent la faire taire, des politiques appellent à son exclusion. Elle a déjà chanté jeudi et s'est qualifiée pour la finale de l'Eurovision. Je vous propose qu'on écoute cette séquence et je vous poserai la première question juste après. Look into my eyes and see people walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game but it's ours. Why? The time goes wild. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Cette polémique sur l'Eurovision, elle n'est pas habituelle en réalité. On n'a pas ça n'arrive pas tous les ans que ce concours fasse autant polémique. Selon vous, qu'est-ce qu'il s'est passé cette année de particulier ? Je pense que c'est un signe des temps, pour deux raisons. D'abord parce qu'il fut un temps où il y avait, sous la forme d'une sorte d'extraterritorialité juridique et géographique, des espaces neutres, espaces culturels, espaces sportifs, qui échappaient à la politique, qui échappaient au conflit, au règlement de compte, à la guerre. Il y avait les Jeux Olympiques, il y avait l'Eurovision. Et voilà que, en quelques semaines, il y a une double défaillance de ces espaces neutres. Le premier qui a commencé, c'est le CIO, qui a décidé de dire aux athlètes russes, vous pouvez courir, vous pouvez concourir, mais sous une bannière neutre, qui ne sera plus la bannière de votre nation. Ils ont même confectionné un hymne, le CIO, un hymne neutre. Ça veut dire que les athlètes russes vont concourir en étant dénationalisés. Bon. Personne ne dit rien là-dessus. Et quand Macron a réclamé une trêve olympique,
on aurait pu faire la trêve olympique, puisque l'Olympie, c'est justement l'idée de surplomber les conflits et la guerre. Et voilà que ce précédent créé par le malheureux CIO, Centre international olympique, là, Comité international olympique, a créé une jurisprudence à Malmö, avec cette jeune chanteuse talentueuse, à qui finalement on reproche ce qui se passe entre Israël et Gaza. C'est quelque chose de primitif. Quand on reproche à quelqu'un le fait ou la faute de son état d'appartenance. Et la deuxième chose, quand on a vécu longtemps et qu'on a vécu intensément, comme c'est mon cas, les événements, les perceptions, les admirations successives des hommes politiques, et qu'on prend du recul et de la hauteur, on se dit que la misère humaine est grande. Surtout quand elle se loge dans les vanités. Il fut un temps où, pour la droite et pour la gauche française, la Suède était un modèle. C'était le modèle de la social-démocratie. C'était l'accomplissement final. Et c'était un modèle de société multiculturelle. Je me souviens qu'on disait même la Suède, le Liban de la Baltique. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La Suède a cru à l'immigration invasive. Elle en a fait un atout. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'étrangers sur 10 millions de Suédois. Elle est prise au piège de l'immigration invasive. Et elle a cru aussi à la société multiculturelle. Elle a favorisé l'islamisation de la Suède. Et elle a pensé que la jonction entre l'islamisation et le wokisme allait être porteur des plus beaux fruits. Et c'est ainsi qu'on retrouve sur les images, parmi les gens qui sifflent la chanteuse, Greta Thunberg, qui accuse Israël de réchauffer la planète. Greta Thunberg, c'est la Jeanne d'Arc qui entend les voix de la couche d'ozone. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, ils sont tous là en fait. Voilà. Et donc, il faut qu'on en finisse avec l'antisémitisme. Il faut nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde. Il faut en finir avec l'idéologie décoloniale et tous ces postes climatiques qui sont en train de faire le bonheur des Chinois et des Américains avec le pacte vert et qui sont en train de plomber la croissance française. On revient dans un instant pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, juste après la publicité, nous allons parler des Jeux Olympiques, puisque la flamme est enfin arrivée à Paris. On attendait Zinedine Zidane pour allumer le premier chaudron des Jeux Olympiques sur notre sol à Marseille. Et finalement, c'est un certain Jules qui a allumé la mèche. À tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h, 11h sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers, avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du journal du dimanche. On est ensemble jusqu'à 11h. Le monde, messieurs, attendait Zinedine Zidane pour allumer le premier chaudron des Jeux Olympiques. C'est finalement le prince de Marseille, le rappeur Jul, qui s'est chargé d'embraser le vieux port. Il y a eu un tweet de Gabriel Attal, le Premier ministre, pour féliciter la présence de Jul. Le J, c'est le S, comprenez, le Jul, c'est le sang, c'est l'amitié, la flamme est arrivée, que la fête commence. Emmanuel Macron était présent également ce mercredi à Marseille. Il a rappelé à plusieurs reprises combien nous devions être fiers d'accueillir ces Jeux Olympiques. On écoute Emmanuel Macron. La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. C'est la fête des Françaises et des Français. Et je veux qu'ils en soient fiers. Je veux que nos compatriotes se représentent, que c'est un moment d'unité et qu'on en est capable et qu'on peut en être fier. On fait ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ça, on doit être fier. C'est derrière un travail immense qui a été fait par des milliers de professionnels, de bénévoles. Et je veux vraiment que ce soit des millions de Français ce soir qui puissent être fiers de cela. Geoffroy Lejeune.
Philippe, vous n'êtes pas le dernier à savoir organiser ce genre d'événements, ce genre de grands événements. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil de la Flamme à Marseille? Alors d'abord, je voudrais commenter ce qu'on vient d'entendre, de voir. On a vu le ministre de l'Éducation nationale. Le J, c'est le S. C'est lui qui devait réformer l'éducation nationale, c'est ça. Et il a été récompensé, il est Premier ministre. Ça, c'est la classe. Le J, c'est le S. Le S, c'est le sang. Le J, c'est Jude. Bon. Et je vais vous dire, je suis décontenancé. Et j'ai mal à ma Provence, que j'aime, à mon pastis de Marseille, que je prends tous les soirs. Avec modération. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé. Alors d'abord, on vient de voir le président, là. Les assiduités pré-olympiques du président Discobol et son adjuration « Réjouissez-vous, les Jeux arrivent » méritent une lecture subliminale de l'opération que je me propose de faire devant vous. D'abord, on voit bien qu'il s'agit d'un divertissement au sens pascalien, détournement d'attention, une diversion pour ne pas voir nos faillites, nos misères. C'est une manière de ne pas entendre le cri des ventres creux. C'est vieux comme le monde. Illuminer le forum avec des feux grégeois et des girandoles pour distraire le peuple descendant, c'est vieux comme le monde romain. Je ne sais pas si vous connaissez le mot de Juvénal, qui a été d'ailleurs repris par Saint-Aignan. Ce peuple, aujourd'hui déchu, qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, n'a plus que deux choses au monde à proposer et à souhaiter, du pain et des jeux. Et il répond en fait à ce que disait Sénèque. La phrase de Sénèque, elle est simple: de bouillie plutôt que de pain, les Romains longtemps vécurent. Traduction littérale. Donc, panem et circenses. Voilà. Mais derrière le divertissement, il y a autre chose que Mathieu Bocoté a analysé hier d'une manière magistrale. Il y a un précipité caillebotteux pour une France revisitée par le paradis diversitaire. Et ça a commencé hier. Hier, moi, j'aurais attendu la France éternelle comme thème, la Provence éternelle, la Provence des cigales et de la lavande, de toutes les senteurs qui nous enivrent quand on va là-bas. La Provence de Pagnol, de Mistral. Et au lieu d'avoir Marius et Fanny, on a eu Judge. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis tourné vers mes petits-fils. Et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez Judge? Ils me disent, ah bah oui, très bien. Et alors, ils m'ont montré la chanson Bande organisée. Et là, en écoutant la chanson, je me suis dit, mais c'est pas possible. Macron, il était à Marseille contre la drogue il n'y a pas longtemps. XXL. Ils n'ont plus jamais ça. Et là, il connaît Judge, parce que moi, depuis hier, je connais Judge. Parce que la chanson Bande organisée, c'est l'histoire des flics et des dealers qui se courent après. Donc, je serais policier marseillais, aujourd'hui, je me dirais, ils n'ont pas été foutus d'aller chercher Zidane, et ils mettent Judge. C'est un signe des temps. Et ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, c'est le début de l'opération. Parce que quand la promenade de la Flamme va arriver à Paris, devant le Sacré-Cœur, vous allez avoir un ballet de drag queen. Et voilà, l'élégance française. Ensuite, vous avez le massacre de la langue française, parce que je suis désolé pour Aya Nakamura, je l'ai vu l'autre jour avec elle dînait avec Brigitte.
Et elle est certainement très sympathique et volumineuse par son talent. Mais Yaya, il y a pas moyen, Djadja, pardon. Ouais, mais qu'est-ce que c'est les borborigmes. Donc, il faut qu'ils arrêtent, toutes nos élites dirigeantes, il faut qu'elles arrêtent. En fait, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire, nos élites dirigeantes? À nous couper de nos rêves, à nous couper de nos anciens, à nous couper de nos pères, à nous couper des rêves de nos pères, à inventer une nouvelle France qui n'a plus rien à voir avec la substance française qui fait la fierté du monde. La France est regardée comme le miroir du monde, comme le miroir du beau dans le monde, comme le mystère du monde. Et voilà qu'on nous propose Djadja et Djudj. Non. Moi, je dis ça. Alors, en plus, la gastronomie, avec la véganisation, il n'y aura plus de viande, etc. Mathieu a analysé ça merveilleusement hier. Justement. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. En espérant qu'il m'écoute, Emmanuel Macron laissera derrière lui un champ de ruines fumantes. Ma question, c'est, vous avez écrit en fait un livre pendant la fin du confinement, ou juste après le confinement lié au Covid en 2020, sur ce qu'on a appelé à l'époque le Great Reset. C'est-à-dire en fait l'occasion de réinitialiser l'humanité et de basculer sur une autre humanité. Le QR code, la surveillance généralisée, le masque, etc. Mathieu, sa chronique que j'ai écoutée hier, il appelait ça le Great Reset justement à l'occasion des Jeux Olympiques. Vous pensez que c'est un laboratoire aussi important pour nous obliger à nous adapter de manière aussi spectaculaire à autre chose? Non, mais c'est génialement fait parce que c'est une greffe. Donc on va traverser la France. La flamme va s'arrêter au Puy du Fou, etc. On traverse la vieille France et on greffe sur la vieille France avec des petits signes envoyés à la jeunesse, une autre France qui n'a plus rien à voir. Et Mathieu a raison de parler d'une réinitialisation. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques sont l'occasion, une fois de plus, de changer de société, de changer la société. Ouais. Et moi qui ai des amis dans la variété, je pensais à Didier Barbelivien. Il doit nous regarder parce qu'il nous regarde tout le temps. Il devait s'arracher les derniers cheveux. Enfin, Didier. Enfin, moi, j'ai vécu avec un transistor avec mon frère, le fameux Bertrand. Et on écoutait Alain Barrière. Ça avait une autre allure, quoi. Gérard Lenormand, voilà. Et Edith Piaf. Alors qu'ils ont qu'à nous la mettre, la vraie Edith Piaf, en hologramme. Bon, mais il y avait de la tenue. Tout avait de la tenue. La France de Pompidou avait de la tenue. Là, on est dans la démagogie pour aller chercher cette jeunesse qu'on n'est pas capable de former, d'élever. Bon, il y a beaucoup de dérision, Philippe, et un peu de colère quand même après cette première journée de la flamme olympique à Marseille. Dans un instant, après la publicité, Philippe Devilliers et Geoffroy Lejeune, nous allons parler de Bernard Pivot, homme de lettres qui s'est éteint à l'âge de 89 ans, qui vous avait invité dans son émission mythique Apostrophe. Et j'ai une séquence absolument merveilleuse à faire écouter aux auditeurs. On est en 1989. À l'époque, on parlait du bicentenaire de la Révolution et vous étiez présent sur le plateau de Bernard Pivot. On en parle juste après la publicité sur Europe 1. Face à Philippe Devilliers. 10h, 11h. Sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour la suite de Face à Philippe Devilliers. On est ensemble jusqu'à 11h avec Philippe et Geoffroy Lejeune. Messieurs, dans l'actualité cette semaine, il y a bien sûr la disparition de Bernard Pivot, homme de lettres, qui s'est éteint à l'âge de 89 ans. Tout au long de sa carrière, il a donné envie aux Français de se plonger dans la lecture. Et vous aviez été, Philippe Devilliers, l'invité d'une de ses émissions. C'était en 1989. Apostrophe avec un titre « Demain, on prend la Bastille ». Tout un débat sur la manière dont était célébré le bicentenaire de la Révolution française. La séquence que vous allez entendre n'est pas sans rappeler le thème que nous avons traité avant la publicité, à savoir les Jeux Olympiques. C'était il y a quasiment 40 ans et vous avez l'impression que c'était juste hier. Alors Philippe Devilliers, le titre déjà dit lettre ouverte aux coupeurs de tête, aux menteurs du bicentenaire. Là, c'est plus de la colère, c'est de la fureur presque.
Ah non, pas du tout. Oh. Non, simplement, je crois que nous pourrions, parce qu'il n'est pas trop tard, l'année 89 n'est pas finie, faire tous ensemble un bicentenaire de fierté, au sens de la Déclaration des droits de l'homme, qui est un texte augural qui a fait le tour du monde, et qui est le legs que les jeunes générations, les unes après les autres, laissent à l'humanité. Et aussi un bicentenaire de vérité. Et c'est cet aspect-là qui manque aujourd'hui dans le bicentenaire tel qu'il est organisé. J'ai entendu ohé la guillotine. Sur un portique forain, on chantait, 2 gosses de 14 ans, la guillotine. Et puis après, j'ai regardé, à 15h30, il y avait un spectacle cet après-midi, donné devant des classes, qui était intitulé « Un bienfaiteur de l'humanité, : Monsieur Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Bonjour la terreur ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire la fête. Moi, j'adore la fête. Même si la fête sur commande, la fête officielle est toujours un peu compliquée. Mais à condition que ce soit la fête du peuple, de tout le peuple et de toute la vérité. Or, ce bicentenaire, il est sélectif et il est passéiste. Pourquoi, au lieu de dépenser 60 milliards de centimes, vos 300 millions de francs, vos 30 milliards, plus les autres qui sont dissimulés dans tous les budgets... Les 60 millions et 30 milliards Non, je parle volontairement en centimes. 30 milliards de centimes plus 30 milliards de centimes pour accueillir les chefs d'État. Ça fait 60 milliards de centimes, 61 milliards même, exactement. C'est-à-dire le budget des fêtes, le budget de la réception des chefs d'État, de tous les princes de la planète. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que durant ces fêtes, le peuple de Paris va se voir interdire les rues de Paris. La liberté d'aller et venir au Louvre, la liberté d'aller et venir dans les rues va être interdite aux Parisiens, au peuple de Paris, alors que sur toutes les terrasses, à l'hôtel Crillon, à l'hôtel de la Marine, se presseront les princes de la planète. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu symboliquement, avec très peu d'argent, eh bien, accueillir 10 étudiants chinois rescapés de la place Tiananmen, 10 étudiants libanais rescapés de la barbarie syrienne, 10 étudiants algériens, etc. Et on aurait donné à ces étudiants un petit chèque, et bien sûr, et 10 étudiants d'Afrique du Sud, 10 étudiants du Sénégal, victimes de la misère, victimes de la faim. Vous savez, avec 60 milliards de centimes, ou 600 millions de francs, pour parler comme vous souhaitez parler, peu importe. Vous savez ce qu'on peut faire? On peut sauver 120 millions de petits enfants qui actuellement se trouvent dans la famine et la misère. Et on pourrait sauver, tenez-vous bien, 300 000 boat people. Vous ne croyez pas que vous poussez un peu là? Je fais que ça. Ce soit vous qui passiez pour le défenseur des couches populaires quand on est le comte de Villiers et qu'on est l'héritier des chefs de la chouannerie, c'est un peu excessif. Que vous soyez communiste, c'est votre droit le plus strict. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, simplement ce que je dis, c'est que vos méthodes, vous voyez, vous commencez très fort. Les méthodes de la terreur sont encore des méthodes d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je souhaite qu'on apprenne à l'école les mécanismes de la machine infernale de la terreur, parce que ce sont les mêmes mécanismes qui servent à exclure. Extraordinaire. Ouais. Et c'était il y a quasiment 40 ans. Et donc c'est parfaitement dans le thème des JO. Ah mais ça n'a pas vieilli. Ouais. Vous l'avez connu, quel message vous souhaitez adresser à ses proches? D'abord, c'est une grande perte pour la télévision. Il est mort au moment où on annonce la fin des chiffres et des lettres. Grande émission d'élitisme populaire. C'est tout un symbole, en fait. Et en fait, pourquoi Apostrophe, ça marcherait plus aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus de lecteurs. C'est ça le drame. Et en fait, lui, un jour, il m'a dit, moi, ce que j'essaye de faire, c'est le café Procope dans le café du commerce. C'était ça qu'il faisait. Il avait la gouaille, il avait la verve et l'esprit de finesse. On pourrait dire autrement que il a facilité le passage de chacun d'entre nous du Lagarde et Michard à l'encre sèche et au regard absent des grands écrivains français à la fresque vivante de l'imparfait du subjonctif. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand vous pensez que, c'est un rêve pour nous d'ailleurs, que les gens disent « Ah non, vendredi soir, non, pas de dîner, je regarde Bernard Pivot », c'était ça.
Voilà. Et donc, moi, je peux vous dire que mon premier passage chez Bernard Pivot, là, sur mon livre, qui était mon premier livre, et on avait pris un café avant, il m'a dit, je vous préviens, hein, Philippe, je vous mets du costaud. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone de Catherine Ney, qui était l'éditorialiste la plus connue, la plus célèbre, la plus huppée. Elle l'est encore d'ailleurs. Elle est restée avec sa plume acérée, une grande dame écoutée. Et allô Philippe, oui, vous avez crevé l'écran. Quoi? Oui, vous avez crevé l'écran. C'est la première fois qu'on me dit ça. On fait le questionnaire. Ouais. Geoffroy Lejeune, c'est à vous pour le questionnaire de Bernard Pivot. Je sens qu'on va rigoler un peu. Votre mot préféré? Le mystère, parce qu'il borne nos vanités. Le mot que vous détestez? En même temps. Votre drogue favorite? Le pastis de Marseille. Ouais. Le son ou le bruit que vous aimez? Le bourdon de Notre-Dame. Et le son que vous détestez? Le bruit de fond de France Inter. Là, on va s'amuser un peu. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Mort aux cons et à ceux qui les subventionnent. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Colombe, pour qu'elle puisse faire un don au Resto du Cœur. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Commissaire européen. Il y a aussi militaire, je pense. En fait, tout ce qui a un rapport avec l'autorité, je pense que Philippe, ça aurait pas marché. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? La chouette de Minerve, parce que, d'après Hegel, c'est elle qui prend son envol au début du crépuscule, comme pour nous prévenir, il va faire sombre. Et si Dieu existe, ou plutôt parce que Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Bon, maintenant tu la fermes, c'est moi qui parle. En fait, Philippe de Villiers, chaque semaine, on vous découvre un peu plus sur Europe 1 pour le plus grand bonheur des auditeurs. Revenons juste après la publicité pour la dernière partie de Face à Philippe de Villiers. Et on va parler de Xi Jinping, le chef d'État chinois reçu cette semaine par Emmanuel Macron. À tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h, 11h sur Europe 1. Suite et fin de Face à Philippe de Villiers sur Europe 1 avec Philippe et Geoffroy Lejeune. Messieurs, autre fait majeur dans l'actualité cette semaine, c'est la visite du président chinois Xi Jinping. Une visite d'État avec un premier passage par Paris avant d'aller dans les Pyrénées et une image qui a marqué bon nombre de Français, de commentateurs. C'est cette table ronde à l'Élysée avec Emmanuel Macron au centre et d'un côté le chef de l'État chinois et de l'autre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous aussi, Philippe de Villiers, vous avez été surpris par cette réunion à trois? Non, j'ai pas été surpris parce que j'ai subodoré que le président de la République voulait parler avec le président de la Chine du déséquilibre de la balance commerciale, puisqu'on est à moins 46 milliards d'euros. Mais le problème, c'est qu'il ne peut plus parler avec le président chinois tout seul. Parce que toutes nos compétences, les agriculteurs le savent, mais peu de Français qui ne sont pas des paysans le savent. Mais là, ils l'ont découvert. Toutes nos compétences en matière de souveraineté commerciale sont passées par application des traités successifs à Bruxelles. Et donc, le président de la République française est dans la situation suivante de la double soumission. Quand il veut parler de questions militaires et de questions diplomatiques, il en réfère à l'OTAN. Et quand il veut parler de questions commerciales, il en réfère à l'Union européenne. C'est QFD. Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, a-t-il eu raison de recevoir Xi Jinping? Oui, il a eu raison parce que c'est le 60e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques.
moi j'ai vécu cette période, je me souviens très très bien. Et le premier souvenir qui me revient, c'est Sciences Po, le grand oral, avec monsieur Denoy de Saint-Marc, je me souviens très bien, un homme éminent. Et la question qu'il me pose, c'est quand la Chine s'éveillera. Pourquoi ? Parce que dans l'année est paru un livre d'Alain Perfit, l'académicien, un livre, un best-seller, qui fait le tour du monde, qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera ». Et en fait, on a dit plus tard que le titre avait été puisé dans une phrase de Napoléon, laissez dormir la Chine, quand elle se réveillera, le monde tremblera. Eh bien, nous y sommes. Et en fait, là, Emmanuel Macron connaît le double déséquilibre abyssal entre nos deux pays. D'abord sur le plan géopolitique. En 1964, quand on a rétabli les relations diplomatiques, la France était un grand pays, la France était une puissance mondiale, la France était une puissance indépendante et qui est sortie de l'OTAN en 1966, 2 ans après. Et en réalité, parce qu'elle était une puissance indépendante, le monde entier regardait la France et notamment tous les pays qui étaient présents à la conférence de Bandung en 1955, conférence du neutralisme, du non-alignement. Tous les pays non-alignés qui ne voulaient pas dépendre du bloc américain ou du bloc soviétique se tournaient vers la France. Donc la France pesait beaucoup plus que sa population ou son PIB. Là, aujourd'hui, la France est devenue, dans l'Europe ventre mou du monde, le ventre mou de l'Europe. Ça veut dire qu'en fait, la Chine, aujourd'hui, tisse son verre à soie au cœur de l'ancien empire de l'Autriche-Hongrie. Alors, sur le plan économique, c'est pire. Sur le plan économique, en 1964, la France était protégée par la préférence communautaire, par le marché commun, par les droits de douane. Et en 1992, on a tout abandonné. C'était la droite, c'était la gauche, ensemble, qui ont tout abandonné. Et depuis, on dit, j'ai entendu Emmanuel Macron dire ça, nous sommes, notre ADN, l'ADN de l'Europe, c'est l'ouverture. Extraordinaire cette phrase. Il l'a répété récemment. Et pendant que nous, on a l'ADN de l'ouverture, qu'est-ce qu'on constate ? 2 choses qui changent la donne sur le plan mondial. La première, c'est que la Chine et les États-Unis ont mis en place un néoprotectionnisme qui est extraordinairement performant, pendant que nous, on continue à jouer l'ouverture, le libre-échange. Et deuxièmement, le pacte vert. Alors le pacte vert, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je voudrais simplement dire ceci. La Chine, elle nous encourage. Pourquoi ? Parce que les batteries électriques, c'est la Chine. Donc la voiture thermique, ce sera une voiture chinoise demain, après la voiture thermique, la voiture électrique. Ensuite, les éoliennes, les panneaux solaires, c'est-à-dire la neutralité carbone de Greta Thunberg, elle sera chinoise. Vous voyez ? Donc en réalité, la question qui se pose, j'ai déjà cité Hélène Carrère-Dancos, qui était une amie, une grande spécialiste des relations internationales. Elle m'a dit un jour, vous savez Philippe, je crains que le moment de l'Occident ne soit passé. Parlons de la justice à présent. Philippe de Villiers, dimanche dernier, s'est déroulée une reconstitution de la mort de Naël, tué par un tir de policier. C'était le 27 juin 2023. Et on s'en souvient, on était même ensemble quelques jours plus tard sur ce plateau pour revenir sur les émeutes qui ont frappé le territoire. Reconstitution sous haute surveillance en présence des principaux protagonistes. Pour l'avocat de la mère de Naël, le policier n'était pas en danger. Pour maître Franck Liénard, avocat du policier mis en cause, l'histoire est tout autre. Je vous propose qu'on écoute maître Franck Liénard. Il est très éprouvé psychologiquement parce qu'il a tué quelqu'un. Et il n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'avait jamais lancé une grenade. Il n'avait jamais tiré au taser. Ce policier, il n'avait jamais fait acte de violence. Il a tué quelqu'un. Et c'est extrêmement douloureux aussi. Mais il est combatif. Il est combatif parce qu'il est persuadé qu'il n'avait pas d'autre choix. Il est droit dans ses bottes. Il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il l'a fait. Et la reconstitution n'a pas permis du tout de mettre
en exergue une quelconque faute, un quelconque défaut de perception de la réalité. Mon client, il a perçu un danger. Geoffroy Lejeune. À la suite de ce qu'on a appelé des bavures policières ou des bavures de gendarmes comme l'affaire Adama ou l'affaire Naël, on a vu des comités se constituer, le comité du coup Adama, le comité Naël, qui demandait la justice. Sauf que parfois cette justice confinée à la soif de vengeance. Quel est selon vous l'idéal de la justice ? L'affaire Naël nous ramène à cette question, en réalité atemporelle. Le prétoire doit-il être la caisse de résonance de la vox populi et des bruits extérieurs? Auquel cas, la messe est dite pour le policier. Ou est-ce que le prétoire doit être dans le silence des boiseries, le temple de la vérité cristalline? Cette question, en fait, elle a traversé toute notre histoire depuis la mythologie gréco-romaine, qui a qualifié l'allégorie de la justice avec une déesse qui s'appelait Thémis et qui était représentée par 3 attributs. Le premier attribut, c'était le bandeau. La justice est bandée. Elle a les yeux bandés. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas les accusés. Pourquoi? Parce qu'elle est impartiale. La Fontaine a défini la justice par un antonyme en rapport avec cette image du bandeau. Il dit, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous jugeront blanc ou noir. Après le bandeau, il y a la balance. La balance, composée de 2 plateaux, suspendus à un fléau, c'est l'idée que la justice représente l'équilibre, l'équité, la mesure. La tradition chrétienne choisira comme instrument de la pesée des âmes la balance. Et d'ailleurs, on trouve dans le polyptyque des Hospices de Beaune un tableau extraordinaire qui s'appelle le Jugement dernier, où il y a l'archange Saint-Michel avec sa balance. Et le 3e attribut de la déesse Thémis, c'est le glaive. Le glaive, ça veut dire la justice qui tranche. Ça veut dire la force, la puissance, l'application de la peine. Pascal disait, en commentant le glaive de la justice, une justice sans la force est impuissante, une force sans la justice est tyrannique. En réalité, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Occident, à partir du triangle fameux Jérusalem, Rome, Athènes, on a eu 3 scènes iconiques qui, moi, m'ont donné à réfléchir depuis la plus tendre enfance. La première scène, c'est celle d'Antigone, qui oppose aux lois écrites dans l'instant et souvent dans le caprice, les lois non écrites, les lois immables d'une justice équitable. La deuxième, c'est la justice de Salomon, qui choisit, dans la dispute entre 2 femmes autour d'un enfant, l'instinct maternel et non pas les réglementations des experts, l'état de droit. Et enfin, la 3e image, c'est Saint Louis sous son chêne, tribunal d'appel à ciel ouvert, pour les plaideurs désargentés. Parce que le roi veut respecter son sceptre, parce que en haut du sceptre, il y a une main, et la main, c'est la main de justice. C'est quoi l'État? L'État régalien. C'est le sceptre, c'est-à-dire l'ordre, et la main de justice, la justice. Au moment de l'affaire Dreyfus, tout le monde se bagarrait. Il y a des gens qui disaient il vaut mieux un désordre qu'une injustice, il vaut mieux, etc. Non, il faut les deux. Il faut l'ordre et la justice. C'est pas, voilà. Et il faudrait que nos gouvernants comprennent que sans l'ordre, il n'y a pas de justice. Sans la justice, il n'y a pas d'ordre. Voilà pour votre idéal de la justice. Philippe de Villiers, il nous reste exactement 4 minutes et 15 secondes. Pour terminer cette émission, vous souhaitez nous plonger dans l'histoire du 8 mai 1945, jour de capitulation, de la capitulation allemande, et nous parler d'un militaire français, le général Delattre. Qui est Philippe de Villiers, le général Delattre? Alors, d'abord, il faut savoir que le 8 mai 1945, c'est le général Delattre qui signe à Berlin, au nom de la France,
l'acte solennel de la capitulation allemande. À peine entré dans la salle de conférence, le général de Lattre, déjà à l'époque, général de Lattre remarque que sont accrochés au mur du fond 3 drapeaux, le drapeau américain, le drapeau soviétique, le drapeau britannique, mais qu'il manque le drapeau français. Il se précipite sur son mécanicien, sur son chauffeur, qui confectionne à la hâte un drapeau tricolore de fortune. Et on installe le drapeau à côté des 3 autres. Et quand le maréchal Keitel, qui conduit la délégation allemande, s'aperçoit de la présence de Lattre, on l'entend grommeler cette phrase. On l'entend grommeler. Et en plus, il y a un Français. C'est un comble. Eh bien, ce Français-là, ma famille le porte dans son cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Avant-guerre, le colonel de Lattre commande un régiment prestigieux qui s'appelle le 15e à Metz. Et un jour, il décore un de ses officiers préférés qui, ensuite, pendant la guerre, s'évadera. Et on voit l'image de l'officier préféré face à de Lattre. Vous allez voir qui c'est après. Qui s'évadera à 4 reprises pour rejoindre son colonel. Le colonel de Lattre, devenu le général de Lattre, est vendéen. Le jeune officier